petit cours aujourd'hui là pour voir un petit peu l'impact déjà que peut avoir l'optimisation de sa testostérone, que ce soit pour la performance physique, pour aussi mentalement, parce qu'on sait que c'est lié aussi, et également pour la santé, d'accord? Donc le but, c'est déjà que tu saches un petit peu euh, pourquoi est-ce que la testostérone, c'est si important que ça? Et surtout, qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, etc., pour justement tirer un maximum de bénéfices par rapport à tout ça. Donc déjà, mais pour commencer, concrètement, qu'est-ce que c'est la testostérone et à quoi ça sert? Si ça veut bien passer à la diapo suivante, c'est bon. Euh, Déjà, la testostérone, surtout pour un homme, mais c'est vital, hein. Si on n'a pas suffisamment de testostérone, eh ben, nos fonctions que ce soit cognitive ou fonctionnelle, sont fortement réduites, que ce soit sur l'impact sur la masse musculaire, sur la force, également sur la perte de graisse. Forcément, si on a une baisse de testostérone, on a tendance à avoir une prise de gras, principalement justement aussi au niveau du ventre. Également, ça joue sur la libido, ça joue sur la fertilité, ça joue également pas que sur ces éléments-là physiques, mais également aussi sur le psychique et notamment sur l'énergie, sur la motivation qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au final indispensable à n'importe quelle atteinte d'objectif, pas que sportive, mais même professionnelle, etc. Et on sait qu'un déficit en testostérone, ça peut provoquer des fatigues chroniques, de la graisse abdominale en plus, puisque comme je te disais, c'est vraiment en lien avec ça. Également, justement, une baisse de motivation et même une humeur moins bonne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui impacte plein de choses. Donc, c'est pour ça que justement, c'est intéressant si on peut venir avoir des petites choses qui viennent, ne serait-ce que. Ah, tiens, il y a Didier qui est là. Hop, tac. Salut Didier. Hop, je ne sais pas si tu nous entends. Hop. Ah, du coup, oui, je te en train de dire voilà, que la testostérone, ça a un impact sur plein de choses différentes, que ce soit sur le corps en lui-même, sur le mental, sur la libido, sur la perte de graisse, etc. Ça joue sur plein de choses. Donc, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment on peut un petit peu l'optimiser. Et justement, par rapport à ça, la première chose, c'est l'alimentation, ok, qui est un peu notre carburant. Donc ça, vous le savez déjà. Et justement, il y a des aliments qui vont justement favoriser un petit peu une bonne diffusion au niveau de la testostérone, dont notamment ces quelques aliments-là, les principaux: œufs, ok, les œufs surtout bio parce que ils vont comporter des bonnes graisses, d'accord. Et c'est les graisses qui sont en lien justement avec les hormones, d'accord. En fait, c'est souvent ça qu'on oublie, c'est que c'est vraiment les graisses, faut surtout pas les bannir parce que si on n'a pas de graisse, eh bien, on peut pas avoir une bonne production d'hormones, d'accord. Et les hormones, la principale, c'est la testostérone. Et justement, bien sûr, les graisses ne se valent pas. Il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Et là, justement, c'est une sélection des meilleures graisses, entre guillemets, par rapport à cet objectif-là. Donc, les œufs entiers, excellents pour cet objectif-là. Donc, généralement, vous en avez normalement dans votre alimentation, dans votre plat alimentaire, à moins que vraiment vous n'aimiez pas du tout ça. Mais voilà, les œufs, excellent moyen déjà d'augmenter sa testostérone via l'alimentation. Et les œufs bio surtout, parce que les œufs bio veut dire une meilleure qualité nutritionnelle, mais surtout une meilleure composition en graisse, du coup, qui va apporter du cholestérol. Le cholestérol, ça peut faire peur parce qu'on se dit cholestérol, on pense directement mauvaise santé, etc. Mais encore une fois, il y a du bon et du mauvais cholestérol. D'accord. Donc, nous, en fait, en ayant un apport en cholestérol de qualité, et en fait, on fait baisser le cholestérol sanguin et les problèmes liés à cela. Ok. Donc, vraiment, les œufs, super, super aliments pour ça. Euh, mais par contre, voilà, je vous conseille fortement de les prendre en bio parce que ça fait vraiment la différence. Et en plus de ça, très sincèrement, il n'y a pas une énorme différence au niveau du prix. Donc, c'est quand même un choix qui me paraît très judicieux. Deuxième point, c'est la viande rouge qui va apporter justement des bonnes graisses, surtout encore une fois quand c'est une viande rouge de qualité. Et justement, nous on limite généralement à 2 fois par semaine tout ce qui est viande rouge parce que ça va apporter quand même pas mal de calories aussi et que c'est toujours un peu le même principe. C'est un peu ce qu'on disait au précédent live, c'est que c'est souvent la quantité qui fait le poison. Donc là, en réalité, avec 2 fois par semaine de la viande rouge, vous avez les apports suffisants en fer notamment. Donc, ça ne sert à rien de venir chercher plus. Et en plus, on a ces impacts-là positifs sur la testostérone, etc. Et justement, vu qu'on en consomme que 2 fois par semaine, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'en acheter des quantités énormes. Donc, autant privilégier de la qualité et justement pouvoir encore plus bénéficier de ces avantages-là. OK. Troisième aliment, c'est les huîtres. Bon,
compliqué d'en consommer très régulièrement, mais en tout cas, si vous aimez bien ça, sachez que bah, en plus d'être bon, en goût, bah, c'est en plus super intéressant, euh, notamment pour le zinc que ça comprend, les minéraux, etc. Donc c'est particulièrement intéressant pour ça. Et du coup, ça va venir aussi jouer positivement sur la testostérone. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, ok, il y a ces trois aliments-là, ok, il n'y a que ça qui va jouer. Non, bien sûr que non. Je vous ai donné les trois principaux, on va dire, ceux qui ont vraiment un gros impact direct par rapport à ça. Mais bien sûr, il y a plein d'autres aliments qui peuvent jouer bénéfiquement sur tout ça, notamment les noix, les amandes, les avocats, les graines de courge, etc. Vous voyez, justement, là, sur ça, il y a souvent, c'est des graisses, c'est des lipides. Les noix, les amandes, etc., c'est des graisses, mais des bonnes graisses, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est en réalité surtout ça qui va venir impacter positivement le taux de testostérone en soi et pas mal d'autres choses qui peuvent apporter des choses intéressantes. Mais également, encore une fois, dans tout ce qui est viande, que ce soit du poulet, de la dinde, etc., on va aussi avoir ça, bien sûr, si c'est de la bonne qualité ça va forcément apporter des bénéfices plus importants. Également le saumon, maquereau, etc., anchois également que je n'ai pas cité, mais c'est un peu le même principe, c'est que c'est des poissons gras. Donc, en plus de contenir des protéines qui nous intéressent pour la construction musculaire, etc., en plus, ça va apporter des bons lipides qui, eux aussi, qui vont impacter positivement tout ça. OK. Les crevettes aussi. Tout ce qui est huile aussi qu'on peut utiliser en assaisonnement. L'huile d'olive, particulièrement intéressant sur des plats chauds, parce que ça supporte un petit peu la chaleur. Ça supporte un petit peu la chaleur, c'est le problème, c'est que sur des cuissons un peu trop importantes, un peu trop violentes, entre guillemets, on va perdre une partie des intérêts de l'huile d'olive par la cuisson, en réalité. Donc c'est la seule limite de l'huile d'olive. Mais c'est pour ça, moi, je conseille de l'utiliser quand vous faites cuire des choses à des températures relativement basses. Hein, vous faites des trucs un peu trop violents, c'est pas la meilleure huile pour ça. Et justement, l'huile de coco pour ça est particulièrement intéressante parce que c'est une huile qui peut permettre d'avoir une grosse chaleur sans perdre en qualité. D'accord. Donc l'huile de coco particulièrement intéressante. Par exemple, si vous voulez faire des crêpes, ce genre de choses-là, c'est hyper intéressant d'utiliser ça, ou même pour faire cuire des œufs, par exemple, c'est très bien. Il y a des huiles de coco euh, sans goût coco, d'accord. Si vous n'avez pas forcément le goût que ça a, il y a également des huiles de coco, on a enlevé le goût de la coco, donc au final, on sent rien. Par contre, c'est intéressant pour cette particularité-là, c'est que ça permet d'avoir une grosse cuisson sans perdre en qualité. Et en plus, ça comporte des choses que l'huile d'olive, par exemple, n'apporte pas. D'accord. Dernière petite chose par rapport à ça, les huiles aussi, justement, j'ai cité l'huile de lin, de noix, il y a également l'huile de colza qui est intéressante pour tout ce qui est par contre assaisonnement de plat froid. Ça, c'est des huiles qui justement, eux, pour le coup, ne supportent pas du tout la chaleur. Donc si on fait cuire de l'huile de lin, de l'huile de colza, eh bien, on va perdre tous les nutriments intéressants de l'huile. Ok, donc vraiment, c'est des trucs qui ne sont pas à cuire et que je vous conseille de conserver au frigo parce que c'est des huiles qui sont sensibles à la chaleur. Et en réalité, si on ne serait-ce que le laisser dans le placard, surtout avec les chaleurs qu'on a en ce moment, je peux vous dire qu'il ne va pas rester grand-chose de nutriments intéressants dedans. Ok, donc à conserver au frigo, à utiliser uniquement en assaisonnement de plats froids. Ok, salade, etc. Ok. Autre chose également qui est intéressante, c'est tout ce qui est légumes et épices de manière générale, d'accord. Parce que justement, ça va apporter des petites vitamines, des minéraux qui sont intéressants. Euh, Particulièrement le curcuma et le gingembre, c'est les deux épices qui ont le plus d'impact direct avec la testostérone. Mais il ne faut pas se dire, bon, ok, je vais me forcer à manger du curcuma ou du gingembre dans mes plats parce qu'on m'a dit ça. Si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien de se forcer. Il y a plein d'autres épices qui apportent en grosso modo les mêmes choses, mais qui vous permettent en plus de prendre du plaisir, ce qui est plutôt important. Et c'est pareil pour les légumes. Les légumes, de manière générale, vont jouer positivement sur la production de testostérone parce que c'est les légumes et les épices vont protéger les cellules de l'aging et ça, c'est quelque chose qui a un impact direct sur la testostérone. Encore une fois, les légumes dans la globalité, mais un petit peu plus les légumes verts. Les légumes verts sont réputés pour, déjà de manière générale, apporter un petit peu plus de vitamines et de minéraux que les autres légumes. Encore une fois, c'est de manière générale et ça dépend bien sûr de là où vous les prenez. Évidemment, si on prend un légume vert industriel et un autre légume fait maison, forcément le fait maison, enfin le maison que vous aurez pu récolter dans le jardin, ça sera toujours mieux le légume du jardin. Mais en tout cas, voilà, les légumes verts de manière générale sont un petit peu plus intéressants par rapport à ça.
OK? Donc déjà, ça donne des petites pistes et ça peut vous donner potentiellement des idées de: «OK, je vais essayer de prioriser peut-être un petit peu plus ça» et cetera. Ça peut toujours être intéressant et généralement, c'est pas trop contraignant. OK? Donc ça, c'est ce qui booste justement naturellement la testostérone au niveau, alimentaire. Mais malheureusement, bah, il y a aussi des aliments qui, la sabotent. D'accord? Hop, je vais décaler la vidéo juste ici et bah, justement, ce qui sabote la testostérone, c'est notamment tout ce qui est sucre raffiné et soda. Ça tombe bien généralement, si vous êtes dans l'accompagnement, bah, vous le savez déjà et on fait pas ces «erreurs-là» entre guillemets. Également tout ce qui est soja transformé, heu, ça c'est pareil, c'est encore une fois une question de quantité, hein. C'est pas parce que vous mangez un truc au soja une fois que c'est fichu, hein. C'est plus, si on consomme ce type d'aliments-là vraiment régulièrement, où là, il peut y avoir des effets négatifs. Et c'est pareil pour les huiles végétales raffinées. Euh, Par exemple, tout ce qui est mélange d'huile, vous savez, il y a des mélanges de plusieurs huiles. Des fois, on trouve ça en supermarché. Je ne sais plus, il y a un nom particulier, mais je me rappelle plus. Mais voilà, ces mélanges d'huile, c'est particulièrement mauvais. De toute façon, de manière générale, quand il y a un mélange de plusieurs nutriments en même temps, ça veut dire qu'on allait chercher des produits de mauvaise qualité pour pouvoir les rassembler. Parce que si on va chercher de la qualité de partout, ça ferait un produit qui coûterait super cher et qui serait au final pas vendable. Donc généralement, de manière générale, ça s'applique pas que pour ça, mais plus on va avoir de produits additionnels en un seul, plus généralement la qualité de celui-ci au final est fortement dégradée par le fait qu'il faut de la rentabilité, hein. C'est un commerce de vendre des huiles, de vendre n'importe quoi. Donc voilà, tout ce qui est huile riche en oméga 6, donc c'est notamment tout ce qui est huile de soja, justement, tout ce qui est huile de maïs, huile de tournesol, ça c'est particulièrement mauvais. Et nous, ce qu'on recherche plutôt, c'est des huiles riches en oméga 9, qui sont justement les huiles d'olive, ou des huiles riches en oméga 3 qui sont, eux, bah, justement dans l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, qui sont aussi présents dans tout ce qui est poisson gras, ok, anchois, saumon, sardines, etc. Donc ça, par contre, qui sont très positifs pour le développement de la testostérone et de manière générale, même au-delà de ça. Ok. Et le dernier aliment à éviter, c'est l'alcool de manière générale. On en a parlé au précédent live également. Ben, ça rejoint un petit peu ça. Et surtout la bière. Ok, la bière, on sait que c'est l'alcool qui, au final, euh, a l'impact le plus négatif si on compare en termes de quantité par rapport à d'autres alcools sur justement cette production de testostérone. Ok. Donc voilà, déjà, on a vu un petit peu les aliments qui la boostent, les aliments qui la sabotent. Maintenant, ben, il n'y a pas que l'alimentation qui va venir impacter la testostérone. Il va y avoir également, hop, tout ce qui est eau. OK, hop, tac, je baisse ça pour que ça soit hop là. Donc tout ce qui est dans l'eau. Le problème avec l'eau, c'est que, bah, l'eau du robinet, elle est pas idéale, vous en doutez. Vous avez sûrement déjà entendu ça, soit à la télé ou autre, où justement, bah, l'eau du robinet, ça contient pas mal de résidus, notamment d'antibiotiques, d'hormones, de chlore et cetera. Tout ça, bah, ça perturbe un petit peu justement l'équilibre endocrinien, donc justement, c'est ce qui régule, les hormones, d'accord? Donc le but, c'est peut-être ah, il y a quelqu'un qui rejoint. Hop, tac. Ah, il s'est rajouté. Justement, l'eau du robinet, ça pose pas mal de problèmes par rapport à ça. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, le problème ici, à Montpellier et les alentours, c'est que l'eau est particulièrement calcaire en plus de ça, donc c'est pas forcément fou au niveau du goût. Donc on pourrait se dire, bon, bah, ok, l'eau du robinet, c'est pourri, donc je vais m'acheter de l'eau en bouteille. C'est pas mal, en effet, mais bah, il va y avoir d'autres problèmes par rapport à ça également. Notamment, bah, justement, les bouteilles en plastique qu'on achète dans le commerce sont généralement faites en BPA. Et justement, mais ces BPA, c'est des choses qui vont se mettre dans l'eau et qui, au final, eux aussi apportent des éléments négatifs. D'accord. Surtout, et encore plus si ces bouteilles-là, elles ont été mises, si elles ont pris la chaleur, si elles ont pris le soleil. Si, par exemple, vous avez une bouteille, vous la laissez ne serait-ce que 30 minutes dans votre voiture en plein cagnard, il faut être sûr qu'il va y avoir plein de BPA dans votre eau. Et très sincèrement, je vous conseille de la jeter parce qu'il y a plus d'éléments négatifs qu'autre chose, à part si vous êtes en train de crever de soif. Ok. Donc, bah, du coup, on se dit, bah, merde, qu'est-ce que je fais? J'ai un peu l'eau du robinet, c'est pas bon. L'eau en bouteille, c'est pas bon. Encore une fois, c'est la quantité qui fait le poison. Donc, si on régule un petit peu ça sur les deux, mais au final, on n'a pas trop les désavantages de l'un et pas trop les désavantages de l'autre. C'est la première solution. Mais moi, ce que je trouve, la solution, hop, Didier qui a dû avoir un petit problème, je le réinvite. La solution la plus intéressante, selon moi, c'est de venir acheter un filtre pour votre robinet.
OK, ça existe, maintenant très facilement, ça se trouve très facilement. Vous avez les fameuses carafes, Brita et cetera qui fonctionnent plutôt bien, mais qui en rapport qualité-prix sont pas foufou en réalité. Et justement, ouais, hop, j'arrête le partage 2 petites secondes pour vous montrer ça. Hop, j'arrive pas. Ah, OK, sur Amazon, vous pouvez trouver ça très facilement. Alors attendez, je crois que j'ai quitté le partage là. Ouais, hop, tac. Vous pouvez trouver ça très facilement et ça, c'est des trucs que vous pouvez venir fixer, à votre robinet, OK? Et ça va venir filtrer directement. Vous pouvez choisir de filtrer ou pas l'eau, si vous voulez utiliser de l'eau pour arroser des plantes, vous pouvez ne pas la filtrer, par exemple. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient filtrer votre eau. Donc ça enlève toutes les problématiques qu'on a parlé tout à l'heure, d'accord, de l'eau du robinet où ça contient pas mal de choses plutôt négatives. Et en plus de ça, ben, l'eau est meilleure parce qu'il n'y a pas le calcaire non plus. Ok, donc il y a ce double avantage-là, on va dire. La seule problématique par rapport à ça, c'est que ça filtre les mauvaises choses, mais ça filtre aussi malheureusement les bonnes choses. D'accord? Puisque c'est un filtre, ça coupe tout. Donc, on a aussi bah, un peu moins de minéraux, de vitamines, etc. Et donc, bah, du coup, c'est bien d'un côté, mais c'est un peu moins de l'autre. Donc, justement, mais qu'est-ce qu'on fait? Le mieux que ce que je vous conseille, le conseil pratique, c'est, si vous pouvez, en tout cas, hein, c'est de pouvoir vous fournir ça. D'accord? Et en fait, de venir faire une utilisation régulée, c'est-à-dire de se dire, bon, ben, ok, je vais faire moitié-moitié, par exemple. La moitié de l'eau que je vais consommer, ça sera de l'eau filtrée par Brita. OK? Euh, et l'autre moitié, ben, ça sera de l'eau en bouteille, type Evian, par exemple. L'Evian, la Volvic sont quand même des eaux qui sont correctes au niveau des apports. La Montroucous, par exemple, est un petit peu plus intéressante également. Mais voilà, c'est de venir faire un peu l'entre-deux. Comme ça, ben, d'un côté, on a de l'eau filtrée, on n'a pas trop de merde dedans, etc. Et de l'autre côté, ben, on n'a pas une trop grosse consommation d'eau en bouteille où il y aurait potentiellement des problèmes avec le plastique. OK? Et autre chose, justement, qui peut, parce que ben, ça a un petit coût, hein, qui peut vous motiver justement à faire ça, c'est qu'en réalité, c'est gratuit. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous augmentez votre consommation d'eau du robinet, ben, vous achetez un petit peu moins de bouteilles d'eau et au final, ce que vous a coûté l'achat de ce filtre, ben, en réalité, ça compense le fait que vu que vous allez consommer un petit peu moins, acheter un peu moins de bouteilles d'eau, ben, ça viendra compenser un petit peu. OK? Donc voilà un petit peu pour ça. C'est quelque chose que je trouve intéressant, que ça coûte 39 €. Vous avez donc du coup une cartouche à l'intérieur. Et après, la cartouche, ça a changé généralement tous les 6 mois. Si vous avez vraiment une grosse consommation, peut-être un petit peu moins. Mais grosso modo, ça peut tenir 6 mois sans trop de problèmes. Donc en gros, allez à 45 € l'année, on s'en sort. Et bah, au final, comme je vous disais, avec l'achat en moins de quelques bouteilles, ça vient un petit peu réguler la chose. Ok, est-ce que déjà vous connaissiez un petit peu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà ça peut-être chez lui? Non, ça j'ai pas. Vous avez déjà entendu parler ou pas du tout? Ouais, des filtres comme ça, j'ai entendu parler. Ouais. Ouais, franchement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis au final, voilà, on se dit, bon, ça coûte un petit peu. Salut Christopher, tu vas bien? Bonjour, oui, j'ai écouté tout Bon, le début là, avec les trucs Brita, etc. super. Bah, écoute, dans tous les cas, tu auras le début du live. Là, je le mettrai en replay demain, donc tu pourras checker tout ça. Donc ouais, là, on était sur l'eau. Et justement, ben, voilà, je pense que ça peut être un bon investissement, entre guillemets, surtout qu'en réalité, bah, vu qu'on vient faire des économies de notre côté, au final, c'est plutôt pas mal intéressant. OK? En plus, pour l'eau en bouteille aussi, souvent, c'est que les grandes surfaces, elles stockent tout à la chaleur. Donc, Exactement. même, Très même quand nous, on l'achète, même si on la stocke au frigo, par ouais, exemple, ben, elle aura déjà pris la chaleur de pendant très exactement. longtemps. Exactement. Donc, dans tous les cas, il y aura un minimum de BPA dans ton eau. Donc, autant limiter un petit peu sa consommation d'eau en bouteille. Je vous conseille surtout pas les espèces de gros jerrycans, là, entre guillemets, des gros volumes d'eau, parce que ça, c'est encore pire généralement. Il y a encore plus de plastique dedans. Ok, donc, autant prendre des packs de 6 par exemple, etc. Et pour finir un petit peu sur l'eau, hop, je vais revenir sur le diapo. Tac, présenter. Il faut faire attention au niveau du filtre que tu as parlé pour ceux qui vivent en campagne ou qui réseau, des nappes phréatiques au-dessous qu'ils se servent pour se servir de l'eau, ça peut très largement exploser ou alors ne plus marcher leur filtre à cause du calcaire contenu dans les nappes phréatiques. D'accord? J'ai pas beaucoup. Parce que justement, ça accumule du calcaire dans le filtre, c'est ça? Et Ouais, donc après, le coup qui marche plus, quoi. mais ouais. Il y a presque plus de place.
D'accord, mais de toute façon, dans tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de le changer quand même au moins tous les 6 mois parce que bah, le filtre, dans tous les cas, il accumule, que ce soit du calcaire ou des saletés, etc. Et donc, dans tous les cas, le filtre, il est pas à usage illimité. Il y aura forcément une durée de vie à un moment donné. Donc, peut-être encore plus justement dans les villes où c'est le cas, hein. Je ne connaissais pas cette problématique-là en particulier, mais dans tous les cas, voilà, vu qu'on va changer le filtre régulièrement, logiquement, il ne va pas y avoir cette problématique-là. Ok. Il y Parce a, qu'en fait, j'ai habité dans un masque où on utilisait la pratique pour se laver, servir l'eau, etc. Par contre, on ne la buvait pas parce qu'elle n'était pas potable. d'accord. Donc, bah, on a essayé un filtre pour essayer qu'elle soit potable. Bah, le filtre, il a sauté au bout d'un mois. Donc, D'accord. voilà. Bon, ben bon à savoir en tout cas pour les personnes qui sont concernées. Je pense pas que ça soit le cas de la plupart, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Donc, ok, ben, donc par rapport à ça, voilà, moi, ce que je vous conseille pour reclôturer par rapport à ça, c'est utilisation pardon, moitié eau du robinet filtré, moitié bouteille en plastique. Ok, comme ça, on a les avantages et les inconvénients, et pas trop les inconvénients de l'autre. Ok. Autre chose aussi, il y a des gourdes Oco de la marque Oco et ça, ben, au lieu que ça se fasse directement à la sortie du robinet, ben, ça le fait quand vous versez l'eau dans la gourde. Nous, on avait parlé il y a quelques temps, il avait un code promo là, pour les gourdes. Donc, c'est un petit peu moins rentable qu'un filtre, d'accord? Parce que ben, on va payer le fait que ça soit une gourde, etc. Mais ça peut être aussi un bon investissement par rapport à ça. OK. Autre chose également, le contenant dans lequel vous allez verser votre eau justement de l'eau, même si c'est de la bonne eau qu'on verse dans de l'eau en plastique, bah, au final, on revient un peu à la même problématique. Donc, c'est vrai que tout ce qui est bouteille en verre, bouteille en inox, ben, ça va venir être mieux pour venir conserver cette eau. OK. Comme je disais tout à l'heure, mais de ne pas chauffer d'aliments dans du plastique, etc. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, éviter surtout l'eau qui a été exposée à la chaleur. Mais comme disait Pierre, bah, même de l'eau qu'on achète en grande surface, il y a de très fortes chances pour qu'elle ait déjà été exposée au soleil avant même que nous, on l'ait exposé au soleil. Donc, voilà, on rejoint un petit peu tout ça. OK. Donc, voilà pour tout ce qui concernait l'eau. Autre chose également, bien sûr, ben, vous le savez déjà, mais ça fait du bien d'avoir une petite piqûre de rappel aussi, ben, tout ce qui est sommeil, ça va venir avoir un gros impact sur votre production de testostérone, d'accord? On sait que ben, justement, la testostérone, elle se fait pendant la nuit, d'accord? Donc forcément, ben, si on a un mauvais sommeil ou si on a un sommeil qui est décalé, eh bien, on a une production de testostérone qui est aussi amoindrie. Donc, notamment, ben, on sait que se coucher avant minuit, ou plutôt vers 23 heures, c'est bénéfique. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'en réalité, on a une production de testostérone qui est plus importante quand on vient se coucher vers ces heures-là que vers des heures plus tardives. Ok. Et forcément, ben, on sait que si on a un sommeil qui n'est pas suffisant, eh bien, chaque semaine, on vient réduire un petit peu son taux de testostérone aussi au passage. Et quand on sait, comme on l'a vu au tout début, ben, tout ce que ça peut impacter la testostérone, que ce soit physiquement, mentalement, sur la libido, etc., ben, c'est quand même dommage. OK. Autre chose également, ben, tout ce qui va être musculation, ça tombe bien. Vous êtes dans un programme où on priorise la musculation de manière générale. La musculation, on sait que ça va être un booster de testostérone. D'accord. Donc, bah, justement, ça, vous le faites déjà par vos programmes, mais c'est bien aussi de savoir pourquoi on le fait aussi. Il y a aussi cette raison-là. Et aussi, on va éviter tout ce qui est effort de très longue durée. Donc, longue durée, ça serait plus d'une heure et demie. Des efforts cardio de plus d'une heure et demie. Je ne parle pas d'une marche de 1 heure et demie, hein, mais en plus d'un footing ou ce genre de choses-là. Ça, on sait que ça peut impacter négativement la testostérone également. C'est pour ça que généralement, si on vous place du cardio ou autre, on essaye de se limiter vers les 1 heure grand maximum parce qu'au-delà, il y a au final pas mal d'avantages, pas mal d'inconvénients qui dépassent les avantages de la dépense. OK. Quelques petites astuces, pareil, que j'avais déjà délivrées il y a quelques lives en arrière, pour optimiser un petit peu son sommeil et donc sa production de testostérone. C'est se coucher un petit peu plus tôt, comme je disais tout à l'heure, mais également d'éviter un petit peu les écrans avant de dormir, notamment parce que ça diffuse de la lumière bleue. Et la lumière bleue, on sait que c'est quelque chose qui va limiter un petit peu la phase d'endormissement, qui va en tout cas la diminuer, en plus d'avoir un impact négatif sur les yeux, etc. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre des filtres anti-lumière bleue, je vais y arriver, sur vos ordis
ou sur votre téléphone, d'accord? Ça se trouve assez facilement. C'est déjà dans l'iPhone. On peut déjà le trouver directement. Et sinon, vous tapez filtre anti-lumière bleue sur votre moteur de recherche, l'Apple Store ou enfin, du coup, je sais plus comment ça s'appelle pour les autres marques. Mais vous pouvez trouver ça et c'est un petit truc qui est pas bien, qui coûte rien et qui, en plus de ça, ben, a un impact positif sur ça. Il peut vous aider un petit peu à vous endormir plus facilement. OK? Ok. Hop, tac, tac, hop, des petites choses en plus pour augmenter un petit peu tout ça, c'est l'exposition au soleil. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut bronzer comme un malade tous les jours. Non, parce que là, encore une fois, ben, c'est la quantité qui fait le poison. Et là, on a plus d'effets négatifs que positifs, notamment pour la peau, etc. Mais par contre, une petite exposition, 10, 15, 20, 30 minutes grand maximum tous les jours, ben, ça, on sait que ça vient ben, déjà monter les taux de vitamine D. Et la vitamine D, elle est liée directement à la production de testostérone. Donc déjà, la vitamine D, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait qu'il y a un lien entre guillemets l'humeur et la vitamine D. Hein, c'est pour ça que généralement on se sent un petit peu moins bien en hiver, etc. Parce que justement on manque un petit peu de vitamine D. D'ailleurs, ça peut être intéressant de se complémenter en vitamine D durant l'hiver pour justement pallier à ça. D'accord. Mais justement en été, ben, on n'a pas besoin de se complémenter. On a le soleil, on a la chance d'être dans une région où il y a un beau soleil. Donc simplement le fait de s'exposer régulièrement un petit peu tous les jours au soleil, ça peut venir impacter positivement tout ça, en plus de bronzer un petit peu, ce que jamais trop dérangeant généralement. OK? Autre chose aussi, eh bien, on sait que si on est stressé, si on a des choses qui sont, qui nous «prennent la tête» entre guillemets, ça va aussi impacter négativement. Donc, bah, forcément, si on peut limiter ces choses-là, c'est toujours bien. Et il y a des choses aussi pour pouvoir la réduire également. On en a déjà parlé, sur un précédent live également, mais tout ce qui est, méditation, respiration profonde, OK, cohérence cardiaque. On avait déjà parlé de ça plus en détail sur un précédent live. S'il y a des personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, ils m'envoient un petit message en privé. Et ben simplement de faire des activités plaisantes, forcément, ça va aussi aider à réduire ce cortisol et forcément à se sentir mieux, à stabiliser un petit peu cette testo. Et autre chose également, mais c'est les relations sociales, les défis, ce genre de choses-là. Ben, j'ai envie de dire, ça tombe bien, on est dans un groupe où justement, de par la communauté, de par les lives qu'on peut faire, de par les interactions que vous avez avec vos coachs, etc., ben, on a aussi un petit peu ça, mais vous pouvez le faire aussi d'autant plus dans votre quotidien. Mais on sait que voilà, le fait d'avoir des interactions sociales positives, le fait d'avoir des petites compétitions, des petits défis, comme on peut le faire aussi nous dans la communauté, bah, c'est des choses qui vont venir aussi impacter positivement la production de testostérone et tous les avantages qui sont liés. OK. Pour finir, hop, petit résumé de tout ce que je viens de vous dire là. Hop. Donc, déjà, les trois piliers qui impactent le plus la testostérone, c'est en un, la nutrition. D'accord. Donc, c'est pour ça, on parlait tout à l'heure d'intégrer les œufs dans son alimentation si ce n'est pas déjà fait, surtout les œufs bio, parce qu'ils vont avoir des bons lipides et ça va venir jouer sur nos hormones, la viande de qualité, les bonnes graisses, etc., les poissons gras, tout ça. Éliminer le sucre, tout ce qui est aliments transformés, soja, etc. Parce que ça aussi, ça par contre, ça va venir limiter la production de testostérone et avoir une bonne hydratation avec ce qu'on parlait tout à l'heure et potentiellement les filtres, le fait de faire mi-filtre, mi-bouteille en plastique pour avoir le moins d'inconvénients des deux. Ok. Le sommeil et l'entraînement, donc ça, l'entraînement, on le gère déjà. Donc ça, normalement, on est tout bon par rapport à ça. Mais le sommeil, essayer de dormir un petit peu avant minuit. Euh, Aussi le simple fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fait d'être dans une chambre froide, on sait que ça facilite l'endormissement. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques temps, alors je ne sais pas si vous étiez encore là dans l'accompagnement, mais j'avais pas mal parlé de tout ce qui est douche froide. Ok, donc les douches froides, justement, à prendre potentiellement juste avant d'aller se coucher, parce que ça va venir faire descendre votre température corporelle. Et quand on fait descendre la température corporelle, ben on s'endort plus facilement. En fait, le corps, pour s'endormir, il a besoin de descendre à un certain degré pour pouvoir, hop, créer l'endormissement. Donc, si on s'est douché juste avant avec de l'eau bien froide, bah, ça va faciliter tout ça. OK. Et en plus de ça, petit aparté, justement, les douches froides, ça va venir jouer aussi sur la perte de graisse parce que bah, ça demande un effort tel au corps de devoir se réchauffer que ça brûle des calories. OK. Donc, double intérêt de faire des douches froides régulièrement. Et le troisième que je rajoute même également, c'est que ça vient limiter un petit peu les inflammations. Si on se douche à l'eau froide de manière régulière, ben, on sait que les inflammations tendineuses, etc., elles ont moins de chances d'arriver. C'est pas comme un bain glacé, certes, mais en tout cas, ça a déjà des petits impacts qui sont sympathiques.
OK? L'entraînement, vous le gérez déjà et tout ce qui est, environnement, pour avoir un environnement hormonal sain, donc on parlait des filtres, de s'exposer un petit peu, au soleil et de cultiver justement des bonnes relations sociales positives et des défis, ça ne peut que aider également. OK les gars? Est-ce Ouais, très que bien. vous avez appris des choses de ce petit live ou pas? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Bah ouais, on a appris pas mal de choses pour ma part. Ouais, Moi, j'avais une petite question, c'est à revenir sur l'alimentation. ouais, Au niveau perturbateur, quand tu parlais donc d'aliments avec du soja transformé. ouais, Parce que du coup, quand tu as comment dire, un régime végétarien, ouais. ça mange pas mal finalement. C'est pour ça que ouais, c'est toujours les limites malheureusement du régime végétarien, c'est que, ben, forcément vu qu'on a un choix limité, au niveau des aliments qu'on peut consommer, il y a forcément cette petite, problématique-là. Après, qu'est-ce que tu appelles en consommer, régulièrement? C'est-à-dire combien de temps consommes, par semaine, par exemple? Et qu'est-ce que tu Bah, consommes concrètement? pardon? Et qu'est-ce que La tu dernière. consommes concrètement? C'est quoi l'aliment, en tant que tel? Euh, Bah, le principal aliment, c'est le tofu. Tofu? OK. Tofu, déjà, c'est pas à 100% du soja, si je dis pas de bêtises. Donc, dans tous les cas, tu auras pas un apport énorme là-dessus. Mais c'est quoi? C'est une fois Ok. par jour ou un peu moins? Euh, Bah, je dirais que non, c'est pas une fois, pas forcément une fois par jour, mais parce que moi, du coup, j'ai ma copine qui est végétarienne, donc Ouais, souvent je fais des plats où je vais pas me cuisiner du poulet ou autre, et ouais. du coup, je remplace par le tofu justement. Mais Franchement, du coup, c'est peut-être 5 voire allez, 6 fois par semaine. c'est ce que j'allais dire. Pour moi, le max, ça reste une fois par jour. En dessous Ok, de ça, c'est loin d'être dramatique. Ça serait plus une personne qui mangerait que ça, entre guillemets, en source de protéines et qui en plus cumulerait avec d'autres aliments qui seraient riches en soja, etc. Mais voilà, pour moi, là, d'accord. il y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Après, si tu peux diminuer et te dire, bon, bah, ok, ça sera que 4 fois max par semaine, ça peut être positif par rapport à ça. Après, c'est toujours pareil. Là, on parle d'un élément en particulier. Il faut aussi que tu aies un apport en protéines suffisant pour d'autres raisons, etc. Donc, des fois, il vaut mieux avoir un petit truc qui va avoir quelques petits inconvénients, mais en régler d'autres aussi. Tu vois, c'est toujours ça. Là, on parle d'un truc en spécifique, mais la perte de poids, de manière générale, il y a d'autres aspects à prendre en compte, dont notamment avoir un bon apport en protéines. Donc, en tout cas, voilà, si ça Mhm. dépasse pas les une fois par jour, ça pose pas de problème particulier. Bon, après, je dis par exemple 6, mais il y a souvent aussi des fois où c'est plutôt de la protéine de blé qu'on va Ouais. manger plutôt que le soja. Donc, C'est pour ça que je te demandais, des fois, les aliments, il y a marqué soja, mais au final, il n'y a pas que du soja, il y a du blé aussi à l'intérieur, etc. Donc au final, le soja en tant que tel, tu n'en consommes pas non plus des grandes ouais. quantités, quoi. OK? Bon, super. D'autres petites questions, Chris, Didier? Et par rapport au tofu, Ouais, on peut le faire maison, ça prend entre 10 à 1 heure, on peut faire de préparation entre 10 minutes et 1 heure. d'accord. Et on peut le faire sans soja. En fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire, vu que le tofu de base, c'est pas que du soja qui a été transformé. OK, On peut faire du blé, on peut utiliser donc, du blé, de la farine de maïs aussi, pour faire du d'accord. tofu. Très bon, même là-bas. J'ai fait avec un peu de caramel, après que Ouais, j'ai tartiné dessus, mais c'est pas vraiment être tofu tofu, quoi. C'est un ouais. truc Bah après, tourné voilà. et couper de peut tofu. Ouais, C'est que ça se coupe facilement. le tofu, là, en l'occurrence, pour l'utilisation qu'on en fait dans l'accompagnement, c'est généralement pour avoir un apport en protéines alors qu'on est végétarien. Donc, c'est vrai que forcément, si on remplace avec de la farine de maïs, ou je sais plus ce que tu m'as dit d'autre, ou de blé, mais forcément, il y a un peu moins aussi de protéines. Donc, c'est toujours un petit peu ça la problématique. En tout cas, plus on peut faire les choses maison, de toute façon, mieux c'est. Et dans tous les cas, ben, varier aussi. C'est pour ça que dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on parle de choses en spécifique, etc. Mais dans tous les cas, il faut voir les choses dans son ensemble et on ne peut pas avoir l'alimentation parfaite, on a d'autres contraintes, etc. Donc le but, c'est de trouver un peu l'équilibre, et dans tous les cas, c'est la quantité qui fait le poison. Donc le but, c'est aussi de trouver un équilibre dans tout, hein, que ce soit dans la gestion du sport, dans la semaine, que ce soit au niveau de l'alimentation, etc. Le but, c'est de trouver un équilibre pour ne pas avoir des choses qui soient de manière trop importante et qui pourraient, là, pour le coup, avoir des inconvénients qui sont aussi importants. OK? Mais en tout cas, moi, je valide complètement le fait de faire les choses maison, hein. Plus on fait les choses maison, plus généralement, on a plus de bons micronutriments. Vous savez, on parle beaucoup de macronutriments, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides, etc.
mais les micronutriments sont essentiels aussi pour la bonne santé, etc. Et les micronutriments, ben, c'est tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Et forcément, plus c'est fait maison, plus c'est intéressant. Tout ce qui est légumes, épices, etc., ça va apporter aussi beaucoup de micronutriments. Et donc, au final, le but, c'est d'avoir une vision un petit peu globale de tout ça. Et j'aurais quand même une question en plus. Oui, Toponyme, si par exemple on a travaillé de la viande et après qu'on utilise un petit peu de viande qui reste pour l'intégrer dans certains pâtes de pain pour pouvoir permettre de faire une sorte de pain à la viande. Est-ce ouais. que ça marche aussi pour les protéines que si tu cuisines une viande ou pas du tout, ou ça a une autre valeur énergétique en protéines? C'est-à-dire le fait de l'avoir cuit 2 fois au final, c'est un peu ça? En fait, non, en fait, tu cuis d'abord bien fort ta viande, tu laisses un petit bout de côté, tu Ouais, vas l'intégrer un peu dans une préparation de pain, ouais. comme si tu allais pour du pain, mais en fait, tu vas serrer à l'intérieur et tu vas mettre au four. Et après, quand ça va faire, tu vas avoir une sorte de pain avec de la viande dedans qui est déjà cuite, donc la viande, elle va être encore cuite. Ouais, c'est ça, Donc, elle va tu as bien être comme compris. une semaine. Ouais. Et donc, je voulais savoir si, niveau protéines, ça marchait aussi bien avec une viande ou pas du tout. Alors En pour fait. niveau protéines, oui, ça impactera pas. Par contre, ça impactera en termes de qualité, notamment justement en micronutriments, dans tout ce qui est vitamines et minéraux. La cuisson, forcément, fait perdre des vitamines et des minéraux. Et ça, c'est valable pour tout. D'accord? Par contre, la cuisson augmente aussi la capacité de digestion. D'accord? C'est pour ça que si on mangerait de la viande crue, bah bon, on peut prendre un tartare de temps en temps, par exemple. On ne peut pas manger des trop grandes quantités de viande crue, comme des légumes crus. Si on en consomme trop, au niveau digestion, c'est compliqué. Donc, ce qu'il Ok. faut se dire, c'est que la cuisson, elle apporte une meilleure digestion, mais forcément, ça veut dire perdre un minimum de vitamines, de minéraux, etc. C'est comme ça. Ok? Donc, c'est pour ça, pareil, pour les légumes, ça me permet de faire une petite aparté par rapport à ça. Les légumes, c'est intéressant d'en consommer des cuits, mais de consommer aussi un petit peu des crus, parce que le cru, eh ben, ça va apporter un peu plus de vitamines et de minéraux. Donc encore une fois, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est une recherche d'équilibre. On veut un peu de cuit, on veut un peu de cru, parce que le cuit a des avantages, mais des inconvénients, et le cru a des avantages, mais des inconvénients. Ok? Donc dans Ok, ton donc cas, un peu comme le concombre sandwich, quoi, à peu près. Donc tu enlèves le morceau de la tête, tu vas faire un trou avec une sorte de paille en verre ou en plastique, un ouais. truc très dur pour le truc dur. On utilise une paille en verre, donc je vais faire dans le concombre, je retire après l'intérieur et après je fourre avec du thon, des petits morceaux de maïs que j'ai écrasés, etc. C'est super ça. Mais très doucement. Bah écoute, non, mais il n'y a pas de, y a pas de souci à ça, c'est super, c'est ingénieux, ça te permet C'est d'avoir un pas truc un super peu bon. sympa. Il y a pas de raison. Si en plus tu me parles de thon, tu le fais cuire après le concombre, c'est ça? Non, je ne le fais pas cuire, je le mange cru en Ouais, fait. Le bah, concombre, je ne le fais pas cuire. nickel. J'ouvre juste la tête et j'en le fais un coup et je laisse Ouais. même après à l'intérieur en utilisant la paille directement. Ça J'ai change, fait le. ça change rien au fait de, par exemple, si tu aurais mangé des concombres dans un plat et du thon à côté, au final, c'est la même chose, hein. C'est juste que tu as trouvé un moyen pour assembler les deux et que c'est un goût sympa. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est super. Si ça peut te donner envie de, justement, de consommer un petit peu plus de légumes, de manger des choses saines, ça peut être que Bah, intéressant. en fait, c'est surtout pour la problématique que j'avais avec ma copine, c'est qu'elle en avait marre d'avoir des sandwichs. Donc, bah, je lui ai